Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne du Théâtre Carbonique. Alors, vous l'avez vu, je me lance dans une série de vidéos, de critiques, de passer la pop culture au filtre de l'écologie, des crises, et de voir dans toutes ces œuvres, productions, qu'elles soient cinématographiques et littérature, écrite, romans, illustrés, qu'est-ce qui peut nous inspirer, nous apporter des récits un peu plus nuancés, un peu plus poussés sur ce qui nous attend et nous donne une vision peut-être un peu plus inspirante sur le futur. Alors cette semaine, je vous parle d'un monument de la science-fiction, peut-être ce qui m'a le plus inspiré dans mes lectures quand j'avais dans la vingtaine, qui me marque encore aujourd'hui, dont j'avais très envie de vous partager ça. Il s'agit du roman Dune. C'est donc bien du roman dont je vais vous parler aujourd'hui. En fin de cette vidéo, je vous donnerai un petit peu mon point de vue également sur son adaptation, en tout cas du premier morceau qui est sorti en salle, mais je me consacre sur le roman. Alors Dune, est-ce que je dois réellement présenter l'œuvre? Je le fais en très court. Il s'agit donc de l'histoire de cette planète qui porte le nom de Dune, mais également Arrakis, et où se passe une série de luttes entre différentes maisons pour la possession et l'exploitation de l'épice qui donne des pouvoirs très importants dans les déserts, et où il est dit qu'un messie va libérer et transformer cette planète en un paradis. Donc à première vue, Dune, on est dans un récit tel que je vous l'ai fait là, d'une histoire de guerre, un peu à la Game of Thrones, entre différentes maisons, enfin un truc un peu classique quoi en fait. Mais il y a 3 points que je voudrais vous partager qui pour moi sont résolument alternatifs et qui méritent toute notre attention. Alors, le premier, c'est ce désert, et même cette imagerie mentale qu'on a par rapport au désert. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai lu le roman. Pour moi, un désert, c'était une zone morte, une zone où il faut fuir, où on va mourir, où il y a rien. Mais sur cette planète désert, hostile, inhospitalière, inhabitable, traitée véritablement comme un danger par tous ceux qui viennent y habiter pour exploiter l'épice, il y a une population habitant sur la planète, les Fremen. Les Fremen vivent en symbiose avec le désert. Et à travers la culture, les pratiques, les outils de cette population qu'on découvre au fur et à mesure du roman, eh bien, le désert apparaît sous un tout nouveau regard. C'est un vrai organisme vivant. C'est un acteur à part entière et pas juste un décor hostile. C'est là, pour moi, le premier point fabuleux, c'est qu'à partir d'une image mentale très réduite qu'est le désert, on rentre dans la découverte de cet écosystème à travers le récit que nous en fait Frank Herbert. D'ailleurs, l'origine de ce récit vient précisément du travail de recherche, d'observation que Frank Herbert avait fait sur des dunes dans l'état de l'Oregon aux États-Unis, où il essaie de suivre l'évolution et le mouvement de ces dunes, et donc il nous transmet ici un apprentissage que peut-être bon nombre d'entre nous n'ont pas quand on lit, quand on regarde les œuvres de la pop culture. Le désert, c'est mort, le désert, il n'y a rien, le désert, on ne sait rien y faire. Donc pas du tout, et c'est à travers ce récit qu'on rentre complètement dans la connaissance d'un écosystème, et j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, évidemment, il y a ces fameuses distilles qui permettent de survivre dans des conditions extrêmes, qui recyclent l'eau, mais il y a aussi ce sable et ce fameux ver de sable qui est leur dieu pour les Fremen. Et d'ailleurs, on y verra donc toute la complexité de l'écosystème à travers ces éléments-là. Le deuxième point que je trouve formidable, c'est qu'à travers ce roman, notamment le désert, mais aussi les civilisations qui sont présentées dans le roman, on développe cette
connaissance fine de toutes ces civilisations, de leurs mobiles, qu'ils soient religieux, spirituels ou purement économiques ou de pouvoir, et à quel point ils sont plus ou moins conscients de leur mobile, de leur motif, et qu'ils se manipulent l'un l'autre par rapport à ce mobile. Donc dans le roman, on voit bien que les civilisations ont un motif et qui les anime et quand ils connaissent les motifs des autres, ils essaient aussi d'utiliser ce motif pour arriver à leur fin. Il y a toute une question stratégique qui est très développée dans le roman pour arriver à ses fins. Et donc à travers les différentes civilisations qui sont présentées dans Dune, bien c'est une manière de refléter notre propre civilisation. Qu'est-ce qui nous motive? Ces questions, moi, en tout cas, quand j'avais la vingtaine, apparaissaient grâce à ce roman. Du recul par rapport à la propre civilisation occidentale dont je faisais partie, dont je fais toujours partie, et quels sont les mobiles qui l'animent. Est-ce que je ne suis pas manipulé? Qui manipule qui? Et du coup, comme le désert, les civilisations sont pensées comme des systèmes, présentées et racontées comme des systèmes. Et c'est cette pensée systémique qui, je pense, était la première fois abordée comme un ensemble complexe, interdépendant. Et donc, voilà, c'est bien après, des années par après, que j'ai entendu ce mot de pensée systémique et qui est très présent dans l'œuvre présentée de Dune, selon moi, bien entendu. Si cette manière de penser en système vous intéresse, je vous conseille, voilà, fondatrice, si je peux dire, de cette pensée systémique, de Donella Meadows. Je le mets en lien sur cette vidéo. Et enfin, le troisième point, qui est presque anecdotique, on n'en parle pas tellement dans le roman, c'est pas très présent, et pourtant c'est un fait établi. L'absence d'intelligence artificielle. Voilà, le roman se passe des milliers d'années après un djihad qui a eu lieu et qui a interdit contre les machines, qui avaient pris le pouvoir de l'humain. On pense évidemment aux récits comme Matrix et Terminator et plein d'autres récits de dystopie où on a cette lutte entre l'intelligence artificielle, les robots qui prennent le pouvoir sur les humains. Il y en a des dizaines, il y en a tellement. Ici, on se passe complètement de ça. C'est un fait établi, c'est fini. On a passé l'épisode ordinateur. Cette civilisation a acté le fait que c'était un interdit, ça menait à la domination de l'être humain, donc ils sont allés plus loin, c'est quand même déjà ce qui est sympa, parce qu'on peut s'inquiéter du fait que des développements de l'intelligence artificielle, voilà, dans un roman, ils sont passés à autre chose. Ça c'est quand même assez alternatif, je trouve. C'est tellement gigantesque en fait cette idée qu'un roman se passe dans un univers où les robots et l'intelligence artificielle ont été supprimés. Il n'y en a pas. Ce qui n'empêche pas voilà, les mots de civilisation d'avoir lieu, puisque, mine de rien, voilà, justement, l'épice, c'est cette épice qui est tellement convoitée, pour quelle raison? C'est parce qu'elle donne, elle confère des pouvoirs de préscience, de visualisation, qui permettent de prédire un peu le futur, et aussi également de réaliser des opérations très complexes comme de la navigation intergalactique, donc c'est grâce à l'épice. Sans l'épice, pas de navigation entre planètes, impossible à calculer les trajectoires. Donc en fait, on cherche mine de rien toujours à développer les compétences et à toujours dépasser les limites. Ça reste, j'ai l'impression, assez bien vu aussi de la part de Frank Herbert. C'est un des paradoxes de l'humanité. Il n'est pas capable de s'empêcher de vouloir dépasser les limites. Enfin, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas à moi de dire que c'est comme ça, mais voilà, c'est dans la nature humaine et ça, voilà, avec ou sans ordinateur, ça reste. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette substance des épices fait également peut-être un peu allusion à des substances psychotropes. Moi, je ne connais pas trop le jargon de ça, mais genre les LSD, les acides, les machins, l'ayahuasca ou d'autres trucs qui permettent d'avoir des facultés, de développer les facultés sensorielles des humains. Très bien, ça fait peut-être un petit peu partie de nos besoins ou d'anticiper, de prévoir. Mais ici, à nouveau, ce qui me fascine, c'est que c'est presque anecdotique, alors que pour moi, c'est un boulevard. Les
connaissances de notre cerveau sont en pleine progression avec les neurosciences et il y a beaucoup d'apprentissages qui ont lieu et c'est fascinant, mais on le connaît encore très mal. Et il n'y a pas, je trouve, assez de... Enfin, si vous connaissez des romans qui parlent de ces dimensions limitées, ou dépasser les limitations de notre cerveau, comment la littérature peut traiter ça, moi ça m'intéresse, ou des films, comment ça peut, voilà, au-delà de l'intelligence artificielle, comment est-ce que notre cerveau est limité, ou la réalité, notre perception de la réalité est bloquée, d'un point de vue dramaturgique et autres, je trouve que ça manque, et pourtant je trouve ça très intéressant. Si on veut découvrir voilà, un écosystème comme le désert, aussi les mobiles qui peuvent animer une civilisation, et aussi une version alternative des ordinateurs et de la toute-puissance des algorithmes, des intelligences artificielles et autres. Donc voilà, 3 points que je trouve vraiment importants, intéressants, pour voir comment ça marche autrement. Alors maintenant, place à au petit clin d'œil par rapport au film de Denis Villeneuve qui est sorti en 2020, je ne sais plus, 21, 22. Depuis le Covid, j'ai l'impression que j'ai perdu complètement le fil des années. Donc, bon, débat, déjà, d'une part, je pourrais difficilement donner une critique d'ensemble, puisqu'il n'y a qu'un seul volet qui a été donné, il y a une suite qui est annoncée, donc je suis très impatient. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié visuellement d'abord, parce que je trouve que c'est une très belle réussite visuelle. On rentre dans un univers assez épuré, et avec des acteurs que j'aime bien. Je suis content de voir au cinéma, que ce soit Chalamet ou les autres. Enfin, j'aime bien tous ces acteurs-là, donc je suis content de les voir dans ces rôles-là. C'est donc une belle adaptation visuelle. Maintenant, je trouve que, évidemment, ce qui s'y fait défaut, et c'est malheureusement inhérent au rythme que doit suivre un film, c'est que tout est compressé. On a une narration qui est basée essentiellement sur des événements, voilà, les prises de pouvoir, les déménagements, la fuite, donc un narratif action, alors qu'il y a tout le narratif philosophique, politique et spirituel dans l'œuvre qui est, et même écosystémique du coup aussi, qui est un petit peu mis sous pression. On vit le désert, ok, mais je trouve ça un petit peu maigrichon. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire l'œuvre de Frank Herbert, publiée en 1965, donc on est presque à 60 ans plus tard. Je trouve que c'est assez impressionnant, cette vision sur le futur qu'il nous offre dans son œuvre. Et voilà, moi ça m'inspire en tout cas. On ne connaît pas assez nos écosystèmes. Il y a de la vie même dans les choses les plus arides et dans les environnements les plus hostiles. Donc moi, ça me donne quand même assez bien confiance quand même de voir qu'avec la science, avec la connaissance, avec l'intérêt pour les autres cultures, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes voilà, pour notre futur. Alors de nouveau, si vous avez des suggestions, j'insiste, j'ai vraiment envie d'avoir en commentaire vos suggestions par rapport à des œuvres de la culture pop ou au sens large, de la littérature, pas spécialement grand public, mais peut-être un peu plus pointue, qui peuvent nous donner une vision un peu plus nuancée, plus inspirante sur le futur. Eh bien, moi, je serais très intéressé d'avoir vos avis. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. C'est la deuxième que je réalise. Je ne sais pas très bien si vous avez des commentaires à me faire. Moi, je serais très preneur parce que j'ai vraiment envie de vous partager justement des récits et des manières de raconter les choses qui, je trouve, font un petit peu défaut, ne sont pas assez présentes dans ce qui nous nourrit intellectuellement et émotionnellement. Voilà, c'était Green Pop Review, deuxième épisode sur Dune, et à bientôt pour une prochaine. J'essaierai de tenir une cadence de 2 fois par mois, le dimanche. Ici c'est un lundi, mais bon, voilà, c'est parce que c'est le 1er mai. J'avais un peu de temps. À bientôt.